Aujourd'hui, je souhaite vous raconter l'histoire du télescope spatial James Webb et par la même occasion l'histoire de l'univers ainsi que quelques idées sur nos origines. Dès que le télescope spatial James Webb, JWS, a capté le signal, un élément crucial est apparu. Un corps gigantesque venait d'entrer en collision avec la comète interstellaire, qui suscitait déjà l'intérêt des astronomes. Les instruments sophistiqués de l'observatoire ont enregistré le flash soudain, le changement de trajectoire des poussières et l'injection brutale d'énergie cinétique dans la coma de la comète. En un instant, ce qui n'était qu'un visiteur interstellaire errant est devenu le théâtre d'un événement cosmique explosif, bouleversant nos connaissances sur cet objet et ouvrant de nouvelles perspectives sur le comportement de la matière interstellaire soumise à des contraintes extrêmes. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. Pour bien comprendre l'importance de cette collision, il est utile de s'intéresser à l'astéroïde 3I Atlas. Découvert mi-2025 par le relevé du ciel Atlas, il a foncé dans notre système solaire en suivant une trajectoire hyperbolique, une orbite libre. Autrement dit, il ne restera pas prisonnier de la gravité du Soleil, mais le traversera avant de repartir. Sa vitesse par rapport au Soleil était déjà extraordinaire, dépassant largement celle des comètes à longue période typique, ce qui confirme son origine interstellaire. Le 6 août l'observa grâce au spectrographe proche infrarouge de NIRSpec et révéla une coma dominée par le dioxyde de carbone, avec des quantités plus faibles mais mesurables de vapeur d'eau, de monoxyde de carbone et d'autres composés volatiles. Le rapport CO2, H2O, lors de son dégazage, était exceptionnellement élevé, environ 8,1, plus extrême que celui observé dans la plupart des comètes de notre système solaire. Une telle composition suggérait que le noyau de 3I Atlas s'était formé dans des conditions très différentes de celles des comètes typiques du système solaire. Avant de la collision, 3I Atlas faisait déjà l'objet d'études approfondies. Sa coma s'étendait sur des dizaines de milliers de kilomètres, et la dynamique de ses poussières et gaz était orchestrée par le chauffage solaire, la sublimation, la pression de radiation et les jets de dégazage. Des télescopes du monde entier, y compris dans l'espace, avaient détecté de subtiles asymétries dans sa coma, de faibles allongements en direction du Soleil et des variations de luminosité à mesure qu'elle s'approchait de celui-ci. Mais rien ne laissait présager un impact d'une ampleur colossale. Puis, les données recueillies sur Internet ont révélé une toute autre histoire. Dans le flux de données, une nouvelle signature spectrale est apparue. Des raies de haute énergie et des décalages. Doppler inattendu. Comme si un fragment de matière avait été soudainement accéléré, chauffé et ajouté à l'enveloppe de poussière et de gaz. La géométrie de la queue de poussière s'est modifiée. Un panache de matière a été projeté dans une direction non alignée avec l'axe solaire ou antisolaire. La densité de la coma a augmenté brutalement, suivie d'une dispersion rapide de la matière nouvellement libérée. De fait, la collision a agi comme un déclencheur, injectant énergie, masse et chaos dans un système déjà en équilibre précaire. Qu'une telle collision ait pu être détectée depuis Internet est en soi remarquable. Nous sommes habitués à ce que les télescopes détectent un dégazage progressif, le réchauffement solaire, la perte de fragments ou les panaches de sublimation. Mais capter la signature instantanée d'un impact réel, surtout sur un visiteur interstellaire traversant le système solaire pendant des mois, est une nouveauté. La collision a dû avoir lieu avec un corps suffisamment petit pour échapper à la détection antérieure, mais suffisamment massif pour laisser une marque observable importante. Peut-être un agrégat de poussière, un petit fragment de débris ou un micro-astéroïde. N'importe lequel de ces objets percutant l'Atlas des trois yeux à des vitesses relatives de plusieurs dizaines de kilomètres par seconde libérerait une énergie colossale. La collision a dû se produire à un moment où l'Atlas des trois yeux était déjà soumis à des contraintes de sublimation. À l'approche du Soleil, des gradients thermiques se développent au sein du noyau. Certaines parties chauffent davantage, d'autres restent froides, des fissures apparaissent, des poches de gaz se forment. Cette fragilité structurelle accroît le risque de fracture, voire de fragmentation spontanée.
Mais ici, un élément déclencheur externe a provoqué l'étincelle. L'impact a traversé les couches superficielles, exposant la matière interne, soulevant la poussière et générant des ondes de choc au sein du noyau. À l'échelle de la comète, la collision peut être comparée à l'impact d'une pierre sur une boule de neige semi-gelée. Le choc génère des ondes thermiques et mécaniques, projetant poussière et gaz vers l'extérieur et risquant de fracturer les couches de glace internes et d'accélérer les flux de gaz. Un effet immédiat est l'injection soudaine d'éjectas à grande vitesse. Certaines particules seraient éjectées à des vitesses de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres par seconde. D'autres à des vitesses plus faibles, rejoignant la coma existante, mais avec des composantes de vitesse distinctes. Les signatures spectrales présenteraient des raies de vitesse élargies et décalées, révélant le mélange de vitesses. Le spectrographe en ligne détecterait alors des caractéristiques d'absorption et d'émission élargies et décalées par rapport au dégazage de référence. C'est précisément ce que les analystes ont observé, une augmentation soudaine de la largeur des raies spectrales et l'apparition de nouvelles composantes hors du centre de vitesse attendu. Un autre effet est l'exposition soudaine de matériaux vierges auparavant isolés du rayonnement solaire. La collision aurait déchiré les croûtes ou les couches de poussière, révélant des glaces volatiles, des grains de poussière incrustés et même des molécules piégées ayant survécu à l'origine de l'objet. Ces matières fraîches pourraient se sublimer rapidement, ajoutant de nouvelles espèces gazeuses ou modifiant les proportions dans le coma. Les observateurs pourraient même repérer des radicaux éphémères ou des fragments moléculaires qui, autrement, ne survivraient pas longtemps à la lumière du Soleil. Cette libération soudaine de gaz contribuerait à une augmentation temporaire de la luminosité totale de la coma et de la densité du gaz. La morphologie spatiale de la coma serait également modifiée. Le panache d'éjectas formerait des filaments, des arcs ou des éventails à mesure que les particules se propageraient. La pression de radiation et les interactions avec le vent solaire déformeraient la progression du panache, le courbant, le dispersant et le mélangeant à la coma existante. La collision pourrait créer une queue secondaire ou un éventail latéral, peut-être visible grâce à l'imagerie à haute résolution spatiale. Immédiatement après l'impact, la queue de poussière pourrait présenter des coudes ou des aberrations, les particules s'échappant dans des directions incompatibles avec le vecteur de pression solaire normal. La détection d'une telle collision revêt une importance capitale. Elle nous offre un aperçu en temps réel des processus de la dynamique des petits corps, en particulier dans des conditions rarement observées. Si les collisions entre astéroïdes et comètes ne sont pas inconnues, en observer une lors d'un voyage interstellaire constitue un laboratoire exceptionnel. Nous pouvons ainsi étudier la réaction de la matière étrangère, et pas seulement des glaces et des poussières du système solaire aux contraintes d'impact. Il s'agit d'une étude directe de l'intégrité mécanique, de la stratification, de la paracité et de la structure interne de 3 Ia Atlas. Connaissant l'énergie d'impact, les scientifiques peuvent estimer la masse et la vitesse du corps impacteur. Compte tenu des vitesses relatives de plusieurs kilomètres par seconde, même un fragment de quelques dizaines de mètres de diamètre pourrait avoir un impact considérable. En mesurant la masse des éjectas injectés, leur distribution de vitesse et leur signature thermique, on peut déduire la densité et la composition du projectile et de la région impactée. Ces informations permettent de contraindre les modèles des propriétés mécaniques de l'objet, la composition de ces mélanges de glace et de poussière et la propagation de l'onde de choc à travers les noyaux des comètes interstellaires. De plus, la comparaison de la composition gazeuse avant et après la collision révèle des changements dans la stratification des composés volatiles, La collision expose des couches plus profondes riches en gaz qui n'auraient pas été dégazées autrement, nous permettant de mieux comprendre la stratification du noyau. Il est possible que 3I Atlas possédât des réservoirs volatiles de molécules exotiques, piégées par des croûtes isolantes. La collision pourrait libérer des espèces gazeuses jusque-là indétectables. La présence de composés organiques, de substances volatiles inhabituelles ou d'anomalies isotopiques contribue à reconstituer l'évolution thermique de l'objet, son histoire et même son environnement de formation.
Nous comprenons également mieux comment les corps interstellaires interagissent avec les champs de poussière et de débris. Le fait qu'une collision ait eu lieu implique la présence de fragments de matière, de poussière et de micro-roches le long de la trajectoire de Three Eye Atlas. Cela suggère que l'espace interstellaire, ou du moins de la région traversée, n'est pas totalement vide, mais jonché de débris, provenant peut-être de collisions antérieures dans son système parent ou le fond galactique. La trajectoire suivie a peut-être croisé un nuage de petits fragments ou des restes de disques de débris. Cela soulève des questions quant à la fréquence de telles collisions lors des transits interstellaires et quant à savoir si de nombreux objets sont altérés ou détruits de façon catastrophique bien avant d'atteindre un autre système stellaire. Le moment précis est crucial. De plus, Atlas approchait déjà de son périhélie, subissant un réchauffement solaire accru et une activité stellaire instable. L'impact se serait donc produit durant une phase de tension. La réponse de la comète est donc non linéaire. Autrement dit, un même impact pourrait avoir un effet négligeable sur un objet froid et inerte, mais sur un objet déjà thermiquement activé, les dommages sont amplifiés. Nous observons désormais l'interaction entre les impacts exogènes et l'activité endogène, et comment un objet réagit lorsqu'il est déjà au bord de l'instabilité. D'un point de vue astrophysique plus large, cette détection de collision ouvre une nouvelle perspective sur les petits corps interstellaires. Jusqu'à présent, les objets interstellaires étaient rares. Le premier, Oumuamua, était énigmatique et ne présentait aucune coma. Les deux suivants, Iboros, se comportaient davantage comme une comète. Le troisième, I-Atlas, promettait d'être encore plus riche en informations et devient désormais un véritable laboratoire de collision. Les implications concernent l'évolution des objets interstellaires au cours de leur voyage, leur probabilité de survivre intacts pendant des millions ou des milliards d'années et la fréquence à laquelle ils peuvent subir des collisions bien avant d'entrer dans d'autres systèmes. De tels impacts pourraient influencer activement la population de débris interstellaires. Si de nombreuses comètes traversant la galaxie sont progressivement criblées de cratères, brisées ou érodées par des collisions avec de la poussière, des micro-astéroïdes ou des roches errantes, alors, lorsqu'elles atteignent un système stellaire, beaucoup ne sont plus que des fragments ou des agrégats de ce qu'elles étaient autrefois. Cela signifie que la population que nous observons pourrait être biaisée en faveur des survivantes les plus robustes. La détection et l'analyse d'une collision permettent un étalonnage, une mesure de la capacité d'attrition d'un corps interstellaire. Du point de vue de l'astronomie observationnelle, cet événement démontre la sensibilité et la puissance du JWST pour l'étude de la dynamique et pas seulement de la composition. La spectroscopie, la résolution précise en vitesse et l'imagerie se conjuguent pour nous permettre d'observer non seulement un dégazage continu, mais aussi des événements perturbateurs soudains. Dans les archives de données, il sera peut-être possible d'examiner des coupes temporelles encore plus fines pour déterminer précisément le moment de l'impact, la vitesse d'expansion des éjectats et l'évolution des composantes de la vitesse. Cela constitue une étude de cas en astronomie temporelle à haute cadence appliquée aux petits corps. Nous avons également appris que l'environnement proche de ces objets n'est pas inerte. L'impact suggère que la région traversée par les trois atlas y contenait suffisamment de particules pour entrer en collision avec elles. Il est possible qu'en pénétrant aux confins du système solaire, elle ait traversé un champ de débris, des éjectats d'astéroïdes, des micrométéorites et des fragments de collision antérieures. Cela signifie que les visiteurs interstellaires peuvent porter les traces de rencontres avec la Terre bien avant que nous ne les détections. Certaines caractéristiques de surface, fissures ou jets pourraient déjà refléter l'histoire cumulative des impacts. Cette collision incite également à la prudence quant à l'interprétation des comportements inhabituels des comètes. Supposons que trois Atlas I présentent des augmentations soudaines de luminosité, des événements de fragmentation ou une production anormale de poussière. Auparavant, nous aurions pu attribuer ces phénomènes à des mécanismes internes, à la fissuration thermique, à l'effondrement de poches de matière volatile ou aux contraintes rotationnelles. Mais nous savons maintenant qu'un impact pourrait également être en cause. Pour d'autres comètes ou corps interstellaires, une partie au moins de l'activité soudaine pourrait provenir de collisions avec des débris externes.
Cela enrichit les théories sur les éruptions cométaires. Suite à une collision, on peut se demander si l'intégrité du noyau est compromise. Des fissures pourraient se propager, des cavités internes pourraient s'effondrer, la fracturation pourrait s'accélérer. Avec le temps, le noyau pourrait modifier sa forme, se fragmenter ou perdre sa cohésion. L'impact agit comme un déstabilisateur, rapprochant l'objet du seuil de fragmentation. Dans les mois qui le séparent de son départ du système solaire, l'objet pourrait subir des contraintes supplémentaires dues au rayonnement solaire et aux forces de marée. La collision pourrait déclencher une série de micro-événements, une fragmentation secondaire, un dégazage accru ou un écaillage de la surface. Pour modéliser le comportement futur de 3E Atlas, les scientifiques doivent désormais prendre en compte la modification de sa masse, de sa surface et de la conductivité thermique de la zone impactée. Les modèles prévoyant une libération de gaz régulière pourraient ne plus être valides. La cicatrice de collision pourrait engendrer de nouveaux jets, des zones d'ombre ou des poches de composés volatiles exposés. Les observateurs doivent surveiller les asymétries, les perturbations d'accélération ou les variations soudaines de trajectoire ou de luminosité. La collision peut également apporter une impulsion non négligeable, modifiant subtilement son mouvement, bien que probablement faible par rapport à la gravité solaire et aux forces de dégazage. À plus grande échelle, la détection d'un impact sur 3E Atlas ouvre la voie à des interrogations sur le destin des objets voyageant entre les systèmes stellaires. Pour un objet parcourant la galaxie pendant des millions, voire des milliards d'années, la rencontre avec des particules, des champs de micrométéorites ou des essaims de débris représente un danger constant. Chaque passage rapproché à travers un nuage moléculaire, un disque de débris stellaire ou une région à forte densité de poussière peut causer des dommages. Au fil du temps, de nombreux objets peuvent être entièrement détruits ou du moins fortement érodés avant même d'atteindre un autre voisinage stellaire. Les survivants que nous observons sont probablement les vestiges les plus robustes et les plus résistants. Ainsi, cet événement de collision unique contribue à la compréhension des populations d'objets interstellaires, de leur durée de vie et de leur détectabilité. Le fait que 3E Atlas ait survécu jusqu'à sa détection, nous permettant ainsi d'observer cet événement, témoigne de sa durabilité ou indique peut-être que de tels impacts ne sont pas extrêmement fréquents sur son orbite. Cela impose des contraintes. Si les collisions étaient trop fréquentes, de nombreux objets pourraient ne pas survivre intacts entre leur système d'origine et nos télescopes. Au plus profond de nous-mêmes, cet événement nous oblige à revoir nos hypothèses concernant les visiteurs interstellaires intacts. On les considère souvent comme des reliques intactes de systèmes lointains, porteuses d'informations non altérées sur leur lieu de formation. Or, les collisions sur leur trajectoire les déforment. Leur composition, leur structure et leur morphologie peuvent avoir été modifiées, leur surface remaniée et des contraintes internes introduites. Ainsi, lorsque nous analysons les rapports isotopiques, les abondances de composés volatiles ou les signatures des grains de poussière, nous devons tenir compte de la possibilité d'altération due aux impacts. La signature originelle que nous espérons observer a peut-être déjà été contaminée ou altérée par des collisions cosmiques. Ceci influence notre interprétation des données du JWST et de toutes les autres observations. En comparant 3 comètes Atlas à celles du système solaire, nous savons désormais que la divergence de composition ou de structure ne reflète pas uniquement l'environnement de formation, mais aussi l'histoire collisionnelle. La forte dominance du CO2, par exemple, pourrait résulter à la fois de la composition initiale et d'un remodelage ultérieur ou d'une érosion sélective causée par des impacts. Les contributions de la collision doivent être prises en compte dans les modèles chimiques. De plus, cette collision offre un test direct des théories de la résistance des petits corps. Les compositions, les densités et la cohésion interne qui sous-tendent les modèles proviennent souvent de corps du système solaire testés in situ par des missions ou par des comptages de cratères. Ici, une comète interstellaire subit une collision naturelle et nous observons sa réaction, ce qui nous offre une nouvelle donnée. Comment un corps poussiéreux et riche en composés volatiles réagit-il aux contraintes d'un impact? Quel est le degré de fragmentation? Jusqu'où se propagent les ondes de choc?
Quelle fraction de l'énergie cinétique est transférée aux éjectats gazeux par rapport aux éjectats solides? Les réponses permettront d'améliorer les simulations de la dynamique, de la fragmentation et de la désintégration des comètes. Dans les semaines à venir, les télescopes observeront l'expansion des éjectats, cartographieront leurs cinématiques et suivront l'évolution de leur composition chimique. Mais la signature de la collision constitue un événement marquant, un moment instantané survenu sur un corps interstellaire en pleine action, qui change à jamais notre compréhension de la collision avec trois atlas. La détection de la collision par Webb n'était que le point de départ d'une multitude de nouvelles questions. À mesure que les éjectats illuminés se dilatent, des structures subtiles ont commencé à se révéler. Des arcs incurvés, là où des grains de poussière de taille spécifique s'étaient agrégés, des filaments filiformes déployés par le vent solaire et les champs magnétiques, et des zones d'ombre derrière des amas denses où la lumière du soleil était bloquée. Autant de structures que les observateurs ont ensuite reconstituées en 3 dimensions. Mais même en temps réel, l'évolution de ces structures a fourni des indices immédiats sur la distribution granulométrique, les vitesses d'éjection et l'interaction entre la pression de radiation et la résistance des gaz. Les particules de différentes tailles réagissant différemment aux forces en présence, la morphologie elle-même a agi comme un filtre, séparant les fines particules micrométriques des agrégats plus importants et révélant le tri mécanique induit par la collision. Parmi les paramètres clés à surveiller figurait l'évolution temporelle de la couleur et de l'albédo de la poussière. La poussière fraîchement libérée pouvait présenter une signature de réflectance distinctive. Plus brillante, plus pure, moins recouverte d'une couche isolante sombre, son spectre de lumière diffusée se modifiait au fil du temps, à mesure que la poussière vieillissait, s'échauffait sous l'effet du rayonnement solaire ou était altérée par la pulvérisation du vent solaire. Un gradient de couleur dynamique à travers le panache d'éjectas pourrait révéler comment le choc a exposé des glaces et des silicates plus bleus à l'intérieur, puis les a progressivement éclaircis ou assombris par l'altération spatiale. Au-delà de la poussière, les instruments infrarouges moyens de Webb pouvaient détecter l'émission thermique des grains réchauffés, permettant ainsi de mesurer leur distribution de température à mesure que l'éjecteur refroidissait. Immédiatement après la collision, les grains chauffés par le choc peuvent atteindre des températures de plusieurs dizaines, voire centaines de kelvins, supérieures à celles produites par le chauffage solaire passif. Le suivi de leur courbe de refroidissement permet de contraindre la taille des grains, leur capacité thermique et leur conductivité thermique. Les grains plus gros refroidissent plus lentement. Les plus petits dissipent rapidement leur énergie. L'empreinte thermique, en s'estompant, devient une signature des propriétés des grains. Cet événement de collision invite également à une exploration plus approfondie de la cinétique du couplage gaz-poussière. Dans la coma d'une comète au repos, la traînée des gaz entraîne la poussière. Les grains les plus petits suivent de près les flux de gaz, tandis que les plus gros s'en détachent et restent en retrait ou suivent leur inertie. Mais une injection soudaine d'énergie perturbe cet équilibre. Certaines poussières peuvent dépasser les flux de gaz, tandis que certaines expansions de gaz deviennent trop rapides pour que les grains plus lourds puissent les suivre. Le découplage différentiel peut engendrer une stratification de vitesse intéressante, créant des couches ou des coquilles au sein des éjectats en expansion. Ces couches présentent des rapports poussière-gaz et des vitesses différents. Les spectromètres sensibles à la vitesse du télescope Webb seraient capables de détecter de multiples composantes spectrales, gaz rapide, gaz lent, interactions gaz-poussière, permettant ainsi de séparer ces couches. Parallèlement, à mesure que le panache se dilate, la photodissociation par rayonnement ultraviolette solaire amorce la rupture des molécules en radicaux. À certaines distances, des molécules comme le dioxyde de carbone, l'eau ou des composés organiques peuvent produire des fragments réactifs tels que CO, O, CN, etc. La chronologie et la position radiale de ces fronts de dissociation déterminent les densités et le flux initiaux des espèces gazeuses éjectées. Du fait de l'injection soudaine de gaz lors de cette collision, l'évolution chimique qui en résulte diffère d'une sublimation stable. Les gradients chimiques, les espèces transitoires et les abondances hors équilibre constituent un véritable laboratoire chimique. Les observateurs pourraient détecter des espèces dans des proportions inattendues
ou des radicaux survivant plus loin que dans une coma stable, car ils ont été éjectés à des vitesses plus élevées. Étant donné que JWS peut résoudre des structures spatiales fines, l'impact pourrait révéler des asymétries au sein du noyau. Supposons que l'impact ait frappé un côté plus directement ou une zone plus fragile. Le panache d'éjectos pourrait alors présenter des biais non radiaux. Au fil du temps, la forme du matériau en expansion pourrait révéler l'axe de rotation du noyau, sa topographie et sa stratification interne. Par exemple, si un jet de gaz s'échappe préférentiellement d'une fissure orientée vers le Soleil et intersecte la structure du cratère d'impact, le flux résultant pourrait déformer le panache. En modélisant l'évolution de la distribution de poussière en 3 dimensions, les scientifiques peuvent déduire l'orientation et la rotation du noyau, déterminer si sa période de rotation a changé et si la collision a induit un couple modifiant son vecteur de rotation. Un autre axe de recherche prometteur concerne le transfert et la conservation de la quantité de mouvement lors de la collision. En mesurant la masse et la quantité de mouvement total transporté par les éjectats et en les comparant au mouvement pré-impact de 3 galaxies de l'Atlas Ipsia, on peut estimer l'impulsion acquise par le noyau dans la direction opposée. Bien que faible, cette impulsion pourrait subtilement modifier la trajectoire de l'objet, notamment lors de sa longue traversée du milieu interstellaire. Une perturbation aussi infime pourrait en principe être mesurable, surtout si on la compare au modèle d'accélération non gravitationnelle agissant déjà sur la comète du fait du dégazage. Distinguer l'impulsion d'impact des forces non gravitationnelles en cours serait un exercice délicat d'astrométrie, mais réalisable grâce à un suivi de haute précision. Cette détection permet également de mettre en œuvre de nouvelles stratégies dans les campagnes d'observation. Maintenant que nous savons qu'il est possible de détecter de tels événements, les télescopes pourront surveiller les comètes interstellaires ou lointaines à une cadence plus élevée, à l'affût de sursauts soudains, d'anomalies ou de signes de petites collisions. Un suivi temporel précis des comètes, grâce à des techniques de spectroscopie et d'imagerie sensible, pourrait permettre de détecter davantage d'impacts de ce type. Cet incident constitue une preuve de concept. Les collisions ne sont pas seulement théoriques, mais observables, et les télescopes doivent être prêts à intervenir. De plus, cet événement encourage une collaboration plus large entre les télescopes. Des observations simultanées dans les domaines radio, submillimétriques, ultraviolets, X et optiques permettraient de suivre l'ionisation par choc, l'excitation des gaz, la diffusion par les poussières et les interactions du plasma. La collision injecte des particules énergétiques susceptibles de créer des zones d'ionisation transitoire ou des nappes de plasma locales, détectables grâce à une couverture multilongueur d'onde. Par exemple, les radiotélescopes pourraient capter l'émission synchrotron ou l'émission libre. Les instruments ultraviolets pourraient observer les raies atomiques excitées et les télescopes optiques pourraient surveiller les variations de la lumière diffusée. Ensemble, ces observations permettent d'établir un portrait spectral et temporel complet. Du fait de l'expansion des éjectats dans le vent solaire, la zone d'interaction pourrait se transformer en front de microchoc ou en onde de choc. Les particules chargées présentes dans les éjectats pourraient interagir avec les champs magnétiques solaires, produisant de nombreuses perturbations magnéto-hydrodynamiques. Observer comment le nuage en expansion déforme ou entraîne le plasma du vent solaire offre la possibilité d'observer la physique du plasma à petite échelle dans les environnements cométaires. Les observateurs constateraient un effet combiné. L'éruption provoquée par la collision se superpose à un réchauffement solaire croissant. Ce couplage synergique complexifie la modélisation, mais la rend également plus révélatrice. Une autre implication, à envisager pour l'avenir, concerne la possibilité que d'autres petits corps se trouvent à proximité de la trajectoire de 3 étoiles E-Atlas et de Mars indétectées. La collision suggère l'existence d'un fragment de ce type. Il pourrait y en avoir d'autres. Lors d'observations ultérieures, les télescopes pourraient rechercher des fragments résiduels ou des traînées de débris suivant la comète. Même une faible trace de particules laissées derrière elle témoignerait de collisions ou d'éjections antérieures. Leur cartographie permettrait de reconstituer le champ de micro-débris traversé par la comète interstellaire. Ce champ pourrait lui-même être un vestige de sa région d'origine,
peut-être des disques de débris, des ceintures d'astéroïdes ou des collisions de planétésimaux dans son système d'origine. Si des observations ultérieures détectent une décélération différentielle entre le noyau et les éjectats en expansion, on pourrait l'utiliser pour distinguer la matière restée liée gravitationnellement de celle qui s'est échappée. Cette limite de séparation permet d'estimer la vitesse de libération du noyau et, par conséquent, sa masse et sa densité. En observant quels fragments restent attachés et lesquels s'en échappent, on peut reconstituer l'attraction gravitationnelle du noyau. Compte tenu de la morphologie plus complexe après la collision, on pourrait observer des échos lumineux, des réflexions de la lumière solaire sur les anneaux ou coquilles de poussière à différentes distances et angles. Ces échos, enregistrés au fil du temps, encodent la géométrie tridimensionnelle des coquilles. En mesurant précisément le moment où la lumière solaire se diffuse sur les différentes coquilles avant de nous parvenir, une tomographie du nuage en expansion devient possible, permettant de cartographier les densités et les vitesses en 3 dimensions. Une autre implication, plus subtile, concerne le couplage d'impulsion entre la poussière et le gaz. Immédiatement après l'impact, l'expansion du gaz peut propulser les grains vers l'extérieur, mais les collisions et la friction entre les particules peuvent les ralentir ou les fragmenter. L'environnement de collision lui-même devient un microcosme des interactions poussière-gaz à haute densité. En déterminant comment la poussière ralentit ou se fragmente dans cet environnement, les scientifiques affinent les théories sur le chargement en poussière des comètes et les flux couplés collisionnels dans les comètes actives. Il est également possible de rechercher des signatures de polarisation de la lumière. Les grains fraîchement éjectés peuvent être plus sphériques ou plus lisses que les grains altérés depuis longtemps, ce qui influence leur polarisation de la lumière solaire diffusée. En mesurant le degré et l'angle de polarisation à travers le panache, on peut déduire l'alignement, la forme et même l'état de rotation des grains. La cartographie de la polarisation au fil du temps pourrait révéler l'évolution des propriétés des grains, rotation, culbutage, fragmentation, à mesure que les éjectats vieillissent. Comme 3I Atlas se déplace à grande vitesse à travers le système solaire, les éjectats se dispersent de manière anotropique. Les matériaux de bord d'attaque pourraient s'accumuler. La diffusion en bordure de fuite est plus étendue. Cette expansion différentielle pourrait engendrer des gradients de densité ou des effets de bord. L'imagerie rapprochée permet de détecter les zones d'accumulation et de raréfaction des éjectats, ainsi que les éventuels reflux ou retombées sur le noyau. Une partie des éjectats les plus lents pourrait retomber, modifiant temporairement les propriétés de surface ou créant des dépôts de poussière secondaire. Concernant les populations d'objets interstellaires, cet événement de collision incite à la prudence. Lorsque nombre de ces objets atteindront notre seuil de détection, ils auront probablement déjà subi des collisions ayant altéré leur structure. Les intérieurs intacts que nous espérons étudier pourraient être protégés par des couches endommagées ou des coquilles fragmentées. Il se pourrait que nous ne découvrions jamais un noyau interstellaire véritablement intact, mais seulement des vestiges de rencontres passées. Cela pose un problème d'interprétation. Démêler les signatures primordiales des cicatrices de collision est crucial. Ceci influence également la planification des missions futures. Imaginons que l'humanité envisage un jour d'envoyer des sondes ou des intercepteurs à grande vitesse vers des comètes interstellaires. Savoir que ces comètes peuvent porter des traces de collision, des fractures, des agrégats instables ou des nuages d'éjectos fragiles est vital pour la navigation et une approche sûre. La collision avec 3-2 Atlas constitue une étude de cas illustrant la vulnérabilité et la volatilité de tels corps. Elle suggère que les missions de survol doivent être équipées pour gérer des éruptions de poussière soudaines ou des épisodes de fragmentation imprévisibles déclenchés par des collisions antérieures. Cette collision offre également un modèle pour l'étude des impacts de météoroïdes sur les petits corps en général. Si de nombreuses comètes et astéroïdes du système solaire subissent un bombardement de micrométéorites, celui-ci est généralement de faible énergie ou s'étend sur de longues périodes. Ici, l'impact instantané à grande vitesse sur un corps volatile offre un modèle de haute énergie beaucoup plus spectaculaire.
Les enseignements tirés pourraient permettre de mieux comprendre la formation des cratères, les couvertures d'éjection et les modifications de surface sur les petits corps glacés de notre système solaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Laissez également un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de la détection par le télescope James Webb d'une collision gigantesque avec 3I Atlas. Nous sommes impatients de connaître votre avis. Merci d'avoir regardé et à bientôt.